Merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, les affaires Ousmane Sonko et Maître Juan Branco, les avocats de l'État du Sénégal veulent la manifestation de la vérité. Une agence judiciaire mise en place, ces robes noires veulent ainsi, disent-ils, mettre à nu une campagne internationale de dénigrement de l'État du Sénégal, de sa démocratie et de ses institutions. Maître Adama Fall et compagnie ont fait face à la presse cet après-midi. Assise nationale des médias, les travaux lancés aujourd'hui, les professionnels des médias se sont donné rendez-vous à la maison de la presse Babacar Touré pour un diagnostic des maux. Il en existe dans le secteur. Rien que la période de la Covid-19, 70% de pertes en chiffre d'affaires notées. Nous ferons le point avec Papa Alioune Sarr. Le point également avec les commerces dans cette édition, dans les quartiers qui expliquent les disparités de prix. Élément de réponse avec Aïssatou Kana. Au menu également, l'application Mourid Pro. Alioune Fall nous parle de son concept dont l'objectif est de faciliter la maîtrise des œuvres de nos érudits. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue à Actualité politico-judiciaire pour démarrer cette édition. Les avocats de l'État du Sénégal annoncent la mise en place d'une agence judiciaire, une entité pour, disent-ils, rétablir la vérité, mettre à nu une campagne internationale de dénigrement de l'État du Sénégal. Les conseils de l'État ont fait face à la presse. Au menu, l'affaire Ousmane Sonko et l'affaire Juan Branco. Je vous propose de suivre la réaction de Maître Antambaye au micro de Ami Diouf. Un pool d'avocats chargé de défendre les intérêts de l'État du Sénégal a également été mis sur pied pour se constituer dans ces procédures et dans toutes autres concernant les dégradations, les pertes, les préjudices infligés à l'État du Sénégal dans ce contexte. Par ailleurs, il importe de préciser que l'État, contrairement au ministère public, qui a pour mission la poursuite des infractions pénales et l'exécution des condamnations, peut se constituer partie civile pour la réparation d'un préjudice qu'il aura subi du fait d'une infraction pénale. Cette constitution de partie civile de l'État trouve sa pertinence dans les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale. C'est pourquoi le pool attire l'attention du groupuscule se définissant Coalition des défenseurs des droits humains sur les dangers et le précédent grave que constitue ce type d'appel par lequel des individus qui se proclament intellectuels et défenseurs de l'état de droit et qui condamnent dans leur pétition la violation de ces règles fondamentales. Ces manœuvres et désinformations sont à dénoncer, car elles encouragent une immixtion du pouvoir exécutif dans les attributions légales du juge d'instruction et lui imposent une parodie de solutions judiciaires. Il est à rappeler aux pétitionnaires d'un document à effacer des tablettes de l'histoire que l'état de droit que nous partageons tous ne saurait différencier le traitement des citoyens devant la règle de droit. Maître Ndaye Anta Mbaye, elle était au micro de Ami Diouf et puis à Thiaroye-sur-Mer. La commune demande la libération de son maire, placé sous mandat de dépôt vendredi dernier. Maître El Hadj Mamadou Ndiaye est poursuivi pour escroquerie face à la presse. Des membres du conseil municipal demandent clémence à l'autorité judiciaire. Je vous propose de suivre la réaction de Moustapha Sarr, premier adjoint au maire, au micro de Boudal Ndiaye. C'est le Thiaroye-sur-Mer dans son ensemble. Les organisations coutumières à la tête desquelles le chef du village, les frères, le mouvement navétane, sa famille biologique, tenaient à lancer un message aux autorités judiciaires, message autour duquel nous marquons toute notre solidarité, solidarité sans réserve à un frère, à un collaborateur, à un employeur. Vraiment, il nous manque
nous sommes nostalgiques de sa présence, nous sommes nostalgiques de son management, nous sommes nostalgiques de sa vision. Nous tenions à demander solennellement aux autorités judiciaires, selon les lois et règlements, de mettre à notre disposition notre maire pour qu'il puisse continuer à booster la vision qu'il lui-même a tracée avec l'administration municipale afin d'atteindre nos objectifs en attendant qu'il ait besoin de l'entendre dans des audiences régulières. En tant qu'ami, en tant que collaborateur, de lui témoigner qu'il n'est pas un voleur, qu'il n'est pas un menteur, qu'il n'est pas un usurpateur. C'est un homme honnête. Je vous l'annonçais dans les titres, démarrage aujourd'hui des assises nationales des médias, la coordination des associations de presse à la manette pour apporter des réponses face aux maux dont souffre le secteur. Le constat, 70% de pertes en chiffre d'affaires depuis la Covid-19, mais il ne suffit que 1% du budget de l'État du Sénégal pour sauver la presse sénégalaise en agonie. Les précisions de Papa Lunsara. Elles sont lancées, la presse en assise pour penser ce secteur qui bat de l'aile. Aujourd'hui, la presse sénégalaise est en situation de quasi-faillite, avec une perte de chiffre d'affaires cumulée depuis le Covid-19, ensuite la guerre en Ukraine, ensuite les manifestations publiques, une perte cumulée de près de 70%. Pour n'importe quel autre secteur économique, ça veut dire que ces sociétés-là ne gagnent plus de l'argent, mais perdent de l'argent. Et pourtant, il ne suffit qu'1% du budget national pour redémarrer la machine. Si on mettait 1% du budget national, si on part sur une base de 700 milliards de francs, on dit 1%, 70 milliards, ça permettrait de financer le service public, de financer des projets comme la politique extérieure audiovisuelle du Sénégal, de financer des projets et des débuts d'initiatives en matière d'industrie culturelle, de financer le secteur privé, grâce, pas seulement à un financement gratuit comme ça, mais avec des mandats de production. L'État sera à côté de la coordination des associations de presse, rassure le ministre de tutelle. L'État, en tout cas, est disposé à vous accompagner et à prendre toutes les mesures réglementaires législatives pour mettre en œuvre les résultats des assises. Les professionnels des médias, des acteurs politiques et de la société civile en conclave, les résultats des travaux sont attendus d'ici 3 mois. Après les professionnels des médias, Papa Lunsar, on donne la parole à des Sénégalais qui donnent leur avis sur le travail des journalistes de nos jours. Ces citoyens appellent à plus de transparence. Un reportage signé Mamseyna Baboufoua. Ce jeune taximan est aperçu au bord de la route. Il passe pratiquement toutes ses journées dans sa voiture. Ce chauffeur estime que c'est la radio qui le tient compagnie, donc il suit de très près ce qui se dit dans la presse. J'invite les journalistes à être beaucoup plus transparents, faire leur travail correctement et ne pas avoir peur de nous donner les bonnes informations. Le journalisme est un métier noble, affirme ce jeune. Il appelle les hommes des médias à plus de prudence pour échapper aux manipulations. Comme dit mon guide religieux. Votre métier est noble. Les journalistes ont le devoir de nous donner des informations justes et vraies. Et ceci, pour le faire, il faudrait souvent procéder au recoupement de l'information. C'est ainsi que vous devez procéder pour éviter les manipulations. Même refrain chez Adama Bouri, face à l'accointance entre le métier de journalisme et la politique. Ce citoyen demande aux journalistes de se conformer aux règles d'éthique et de déontologie. Ces temps-ci, nous ne savons plus à qui nous fier. Si vous décidez d'être journaliste, limitez-vous juste à donner au public les bonnes informations.
La presse devient de plus en plus manipulée par les politiques aux yeux de certains Sénégalais qui appellent les hommes de médias à pratiquer leur métier de façon très juste et impartiale. Tout autre chose, l'immeuble effondré à la cité Cyprès à Rufisque, un drame avec un lourd bilan, 5 morts et un blessé grave. Sur cette tragédie, les responsabilités seront situées et des sanctions prises. Une assurance du ministre en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile, Biram Faye, que voici au micro de Babacar Seck. En termes de bilan, nous pouvons retenir qu'il y a eu 13 victimes. 7 ont été évacuées à l'hôpital Youssou Mbergane. Une victime a été sauvée et évacuée à l'hôpital principal de Dakar. 5 corps ont été extraits des décombres. Donc voilà la situation exacte. Donc au nom du chef de l'État, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles des victimes. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés. Bon, ça repose le débat aussi sur l'importance de la protection civile dans notre pays. Et sur l'instruction du président, nous travaillons pour la stabilisation de la stratégie nationale de protection civile qui sera très prochainement présentée en conseil présidentiel, en conseil des ministres, pour que les décisions aussi urgentes et adéquates soient prises sur la question. Parallèlement aussi à cette stratégie, nous travaillons sur l'identification de tous les bâtiments menaçant en ruine, sur toute l'étendue du territoire national, sur l'érection de la direction de la protection civile, conformément aux instructions du chef de l'État à l'Agence nationale de la protection civile. Logiquement aussi, le travail nécessaire sera fait en termes d'enquête. Les responsabilités seront situées et les sanctions aussi seront prises conformément aussi en tout cas aux fautes commises. Des bâtiments qui s'effondrent, le problème reste entier au Sénégal et pour résoudre cette équation, Bakenya propose des solutions. L'enseignant-chercheur et ancien président de l'Ordre des architectes préconise l'application de la loi dans toute sa rigueur, également le respect des normes pour la construction, la rénovation et la modification. Bakenya, que je vous propose d'écouter, il est au téléphone de Abraham Paul Pouya. Le bâtiment est un produit très complexe dans son élaboration, d'abord dans sa conception, dans sa mise en œuvre et dans même son exploitation, la manière de l'habiter. Sa vie commence par la programmation. Celui qui a besoin qu'on construise pour lui va voir l'architecte qui va lui concevoir un bâtiment. Mais l'architecte va concevoir le bâtiment selon la réglementation d'urbanisme, d'architecture et de construction. Et ce bâtiment aussi va être réalisé par un entrepreneur selon les règles de l'art de bâtir. Et une fois que c'est fait, il y a les règles de l'art d'habiter la maison. Là, les gens oublient qu'une maison doit être habitée d'une certaine façon. Puis maintenant, de l'exploitation, le bâtiment peut faire l'objet d'une transformation et qu'en fin de vie, on dit fin de vie, le bâtiment peut faire l'objet d'une démolition. Ça, c'est prévu sur l'art de bâtir dans son cycle de vie. L'effondrement d'un bâtiment peut intervenir selon des vices de conception, parce que la structure l'a mal conçue, peut-être des vices de construction, parce que l'entreprise l'a mal réalisé, ou bien des vices d'exploitation, parce que celui qui l'a occupé l'a mal occupé. Un chantier doit faire l'objet d'un panneau d'affichage de ce qui se fait sur le bâtiment. Dites-moi, où est-ce que vous voyez des panneaux de chantier aussi au Sénégal? Déjà, voilà le signalétique qui montre que ceux qui interviennent sur ce bâtiment-là, leur nom est dessus. Or, arrivé que l'effondrement, y a-t-il un panneau de chantier? Et voilà, on va me dire qu'on va faire des enquêtes. On a mis la construction dans l'informel et dans ces conditions-là, tout est possible comme désastre que nous assistons aujourd'hui. C'est pas la première fois. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement a remis des titres de propriété à des cheminots retraités à titre symbolique sur 145 occupants de l'ex-cité Balabey de Thiès. Mansour Faye a remis à d'anciens cheminots une vingtaine d'attestations. Le ministre Mansour Faye que je vous propose de suivre. Cérémonie qui nous a permis de remettre aux occupants de la cité Ibrahima Sarr, ex-cité Balabey, des titres de propriété qui leur octroiera donc une détention définitive des maisons qu'ils occupent depuis plusieurs décennies.
Cette cérémonie découle l'engagement et des instructions données par M. le Président de la République à l'endroit non seulement du ministère en charge des infrastructures à travers les chemins de fer du Sénégal, mais aussi à l'endroit de M. le gouverneur de la région de Thiès pour toutes les diligences à apporter pour finaliser cette vieille demande qui a traversé plusieurs chefs d'État. C'est dire l'engagement du chef de l'État à remettre le train en marche entre Dakar et Tambacounda. Aujourd'hui, nous serons à Touba pour un voyage d'essai en vue d'un train voyageur pour le prochain Magal de Touba. Tamba sera atteint au mois de décembre prochain et les services du rail, le chemin de fer, à travers les grands trains du Sénégal, ce service va reprendre non seulement dans un premier temps pour des trains de marchandises, mais ultérieurement aussi pour un train voyageur. Le TER, qui est dans sa deuxième phase, qui sera opérationnel l'année prochaine, mais aussi faire en sorte que la troisième phase puisse démarrer dans les meilleurs délais. Et nous prenons la route direction la cité religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. C'est pour parler des préparatifs du Grand Magal de Touba. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière était dans la cité religieuse pour un Magal zéro accident. Cheikh Omar Gueye mise sur la prévention et le respect du code de la route. La visite du directeur général de l'ANASER s'est tenue en présence de notre correspondant permanent à Touba, Gorandaklo. Lutter contre la recrudescence des accidents de la circulation, objectif de l'Agence nationale de la sécurité routière qui a mobilisé une forte délégation pour rencontrer le patriarche de Darou Minama pour les besoins du Grand Magal de Touba. C'était d'abord, avant de commencer le programme de sensibilisation en direction du Grand Magal de Touba, venir recueillir les bénédictions déjà des khalifs, recueillir son autorisation pour le programme que nous allons déployer et avoir de lui un message de sensibilisation à l'endroit de tous les talibés et de tous les pèlerins qui vont venir vers le Magal de Touba. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça a été comme on l'avait souhaité. Il a formulé des prières pour un Magal avec zéro accident mortel. Concernant les mesures restrictives prises par le gouvernement, le DG de l'ANASER adhère à la politique zéro accident. Quand on sait que la nuit, quand un accident survient, la mobilisation des secours ou des acteurs tout court donc, sera très difficile. Ce qui fait qu'effectivement, cette mesure a eu son effet. On a eu sur ces derniers mois, en tout cas 5 derniers mois, une baisse drastique des accidents. Mais malheureusement, c'est la gravité des accidents qui a augmenté. Rien que l'accident de Nguensar, nous avons compté vraiment beaucoup de pertes en vies humaines. Ainsi, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière invite les transporteurs à la prudence. Quand on dit conducteur, ça s'adresse à tout le monde. À moi, aux chauffeurs professionnels, à tout le monde, vraiment de respecter les dispositions du code de la route, de respecter les vitesses, la limitation de vitesse, de respecter effectivement tout ce qui est aspect technique du véhicule, mais respecter aussi tout ce qui est aspect qui pourra en tout cas dévier l'attention des chauffeurs. Magal zéro accident, priorité de l'Agence nationale de la sécurité routière qui a déjà mobilisé les moyens pour sensibiliser davantage les acteurs du transport. Gorandaklo, en prélude à cet événement religieux, le Grand Magal de Touba, nous vous faisons découvrir le concepteur de Mouride Pro, une application lancée en 2020 dont l'objectif est de faciliter la maîtrise de l'œuvre et des écrits de nos guides religieux. Alun Fall, créateur de cette application, est avec Fatimata Bintouba. Mouride Pro est une application avec de multiples fonctionnalités. Elle traite de l'œuvre et des écrits des guides religieux à l'apprentissage de l'islam de manière générale. Cette nouveauté est développée par l'informaticien Alun Fall.
qui permet donc de recevoir les horaires de prière, donc les chassidas de tous les chefs, de tous les chefs du pays, du Sénégal. Donc il y a une bibliothèque audio aussi qui permet donc la lecture des chassidas, donc des prestations de courriel, sermons, etc. Donc il y a plusieurs fonctionnalités, en tout cas surtout ce qui vient d'être ajouté, donc c'est la fonctionnalité, donc le marketplace, donc qui permet aux entrepreneurs, des gens qui sont ici, qui vendent des produits qui sont en adéquation avec l'islam, de pouvoir publier leurs articles et offrir aussi aux autres qui sont à l'extérieur ou bien qui sont même ici au Sénégal de passer leurs commandes, que ce soit avec les moyens de paiement du pays ou bien par paiement bancaire, etc. et de bénéficier des mêmes offres que les Sénégalais qui sont ici. Tout est parti de sa volonté de faire connaître la dimension du père du mouridisme, Cheikhoul Khadim, à travers le numérique. Donc là, déjà on est mouride, donc il y a déjà, je pense que c'est assez normal, mais il y a ce qui nous a beaucoup plus poussé à ça, c'est surtout que de faire connaître, donc partout dans le monde, donc on sait l'importance donc de la digitalisation aujourd'hui. Et tous les jeunes ont des smartphones, etc. Donc on peut toucher beaucoup de personnes, donc faire connaître les écrits. La dimension de Serigne Touba, c'est international, mais surtout faire connaître les écrits sous plusieurs langues, et pour que ça soit en tout cas beaucoup plus accessible, que ce soit même la traduction, donc la signification de ces textes-là ne soit pas seulement réservée aux érudits ou bien à certaines personnes. Cependant, Mouride Pro n'est pas uniquement réservée à la communauté mouride. Elle s'intéresse aussi de manière beaucoup plus large à la religion musulmane. L'appellation a tendance à s'approcher peut-être de la Tariqatul Mouridia, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc il y a les écrits de tous les cheikhs qui seront là-bas, donc principalement sur cette mise à jour-là. Donc il y a les écrits de tous les cheikhs qui sont inclus là-bas. Donc c'est pas seulement la Tariqa Mouride, il y a le Coran, les hadiths, les horaires de prière. Donc ça concerne pas seulement les mourides. Clairement, c'est pour... Créée en 2020, l'application est en train de se faire son chemin sur les sphères numériques. Le Grand Magal de Touba est l'occasion pour cette plateforme de se faire une place dans le menu des téléphones portables des Sénégalais. Un reportage de Fatimata Bintouba. Vous avez certainement fait le constat dans des boutiques de la même localité. Des différences tarifaires sont souvent notées, incompréhensibles pour le consommateur. Notre reporter Aïssatou Kane était à Scat Urbam pour découvrir les dessous de ces différences tarifaires. Reportage. Au cœur d'un même quartier, la disparité des prix d'une boutique à une autre défie toute logique économique. Dans un ton de protestation mêlé de frustration, le Jaraaf du quartier porte la voix des résidents perplexes. Il arrive parfois que les boutiques au sein d'un même quartier proposent des produits à des prix différents, ce qui semble anormal. Certains d'entre eux pourraient être considérés comme de véritables truands. Dans la boutique voisine, le gérant admet que cela pourrait découler de la mauvaise foi de certains commerçants. Ces disparités de prix peuvent découler en premier lieu des variations selon les fournisseurs. De plus, les montants des taxes peuvent différer selon les secteurs. Enfin, il arrive parfois que certains commerçants de mauvaise foi cherchent à réaliser d'importants bénéfices. D'ailleurs, Boubacar Ba partage avec ses collègues boutiquiers quelques astuces pour éviter de sombrer dans de telles pratiques. Par exemple, en ayant 3 à 4 grossistes à disposition, je les compare et opte pour celui qui propose tel produit à un prix moindre. Cette démarche me permet d'acheter à un coût inférieur, d'accélérer l'écoulement des stocks et de solidifier ma clientèle. Les consommateurs sont contraints de se soumettre à cette domination des boutiquiers impuissants face à la situation, déplore le Jaraaf. Cette situation ne peut perdurer indéfiniment. Il serait nécessaire que des instances de contrôle surveillent le secteur commercial. Actuellement, nous nous trouvons dans une position où l'achat devient une obligation. L'équilibre fragile entre les aspirations des consommateurs et les stratégies des boutiquiers reste une énigme persistante. Les résidents, pris entre l'exaspération et la résignation, continuent de faire leurs achats en jonglant avec les caprices tarifaires.
Aïssatou Kane, à ce stade du journal, une note de sport, football, finale Coupe du Sénégal. Le Jaraaf de Dakar veut le 16e trophée. Le club de la Médina affronte dimanche prochain le stade de Mbour. Une finale qui va se jouer au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. En prélude, les membres du club ont fait face à la presse. C'était hier en présence de Khadija Ndat Diouf. La finale Coupe du Sénégal se tiendra dans 4 jours au stade Maître Abdoulaye Wade et cette fois-ci en présence du chef de l'État. Ce sont les résultats au niveau national qui ont fait que le président aujourd'hui souhaite donc venir assister à cette finale. Et également c'est le travail aussi du président parce qu'il a conçu aussi donc un bijou qui aujourd'hui peut lui permettre de venir assister à l'aise dans un match de football. Donc nous, par rapport à cet événement-là, à cette occasion, l'ASC Jaraaf de Dakar se dit prêt à remporter ce trophée pour la 16e fois de son histoire. Et même, je pourrais même dire que le Stade de Mbour est favori parce qu'ils nous ont gagné en championnat à l'aller. Au retour, on a fait donc match nul. Donc pour le moment, sur cette saison, nous ne les avons pas encore battus, mais quand même. Nous comptons aussi en fait donc nous appuyer sur notre expérience, comme vous l'avez dit. On a eu donc cette chance donc d'avoir vécu 15 finales. Bon, avec l'expérience donc de nos anciens qui sont là et des autres dirigeants aussi qui ont eu à participer à cette finale-là. Bon, on espère en fait donc que cette expérience nous servira, mais quand même c'est une victoire qui se jouera essentiellement sur le terrain. Nous sommes en train de faire tout le nécessaire pour que le jour J, que nous soyons en fait donc dans des bonnes dispositions pour aussi bien gagner le match, mais aussi montrer une belle image du Jaraaf, surtout en termes de mobilisation. Pour rendre l'occasion spéciale, le Jaraaf va rassembler 10 000 supporters et animateurs pour un budget de 50 millions de francs CFA. Pour ne pas dire des chiffres qu'on ne peut pas maîtriser, au minimum 10 000 spectateurs animateurs au niveau du stade Léopold, stade Abdoulaye Wade. Parce que c'est des supporters qui sont issus des différentes sections de football, qui sont issus des régions de Thiès, de Richard Toll, de Saint-Louis, que le comité d'organisation va convoyer pour aller supporter, je dis bien supporter l'équipe. Le président de la République compte pour une première fois assister à la finale nationale de football du Sénégal. Ce sera ce dimanche au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Khadija Ndat Diouf, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.